Bonjour tout le monde. Ça y est, nous y sommes. C'est le dernier épisode de cette série de vidéos. Aujourd'hui, nous allons évoquer la mise en place du régime constitutionnel actuellement en vigueur, la 5e République. Voilà maintenant plus de 2 ans et demi que j'essaye, comme vidéaste amateur sur mon temps libre, de mieux vous faire connaître l'histoire constitutionnelle française afin de comprendre pourquoi nous avons aujourd'hui les institutions actuelles. Pour cet épisode final, nous allons suivre 2 axes élémentaires. Le premier axe sera relatif au contexte d'émergence du régime de la 5e République. Le second axe consistera lui à vous exposer l'esprit et les grands principes fondateurs de la nouvelle Constitution. Dans cette vidéo, je ne détaillerai pas le fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs. J'évoquerai au mieux rapidement tout ceci pour ne pas alourdir cet épisode qui était initialement très long. Pour approfondir, je prévois plutôt de vous faire prochainement 2 formats courts, un consacré au pouvoir législatif, un autre consacré au pouvoir exécutif. Ce sera dans ces épisodes que nous verrons les fameux 49.3, dissolution, élection du président de la République, etc. Aujourd'hui, je fais plutôt le choix de vous développer la vision qui a habité les constituants lors de la confection de la 5e République. Et croyez-moi, c'est tout aussi important. Allez, c'est parti. La dernière fois, nous avions notamment expliqué que le régime précédent, celui de la 4e République, était notamment gangréné par une instabilité ministérielle chronique. Mais il faut aussi savoir que depuis à peu près le milieu des années 50, la France doit gérer l'épineux problème de la guerre d'Algérie. En effet, le pays s'est progressivement enlisé dans une grave crise nationale que je ne détaillerai pas. Le 15 avril 1958, le gouvernement de Félix Gaillard est renversé. Le président de la République, René Coty, nomme alors Pierre Pflimlin président du Conseil. Waouh, ça a toujours été l'un des noms les plus durs que j'ai jamais eu à prononcer. Lui et Khrouchtchev. Qu'importe. La tension en Algérie est telle que le général Massu décide de former sur place un comité dit de salut public, c'est-à-dire une sorte de gouvernement local dissident qui évoque d'ailleurs la Révolution française. En mai, pour grossièrement résumer, il y a ainsi d'une part ceux que l'on pourrait entre guillemets qualifier de rebelles, et d'autre part le gouvernement régulier situé à Paris. Vous comprenez donc qu'à ce moment-là, la crise est vraiment aiguë. L'idéal serait alors l'intervention de quelqu'un au caractère bien trempé, qui a déjà prouvé sa bonne gestion du pays, auréolé de prestige, en somme, une personne providentielle, une sorte de nouveau Bonaparte. Je me demande vraiment qui ça pourrait bien être. Et c'est ainsi que le général Massu supplie le général de Gaulle de faire son grand retour en politique. Et l'on parle bien de retour, puisque si vous avez en mémoire l'épisode précédent, de Gaulle avait progressivement entamé, à la fin des années 40, une retraite du monde politique. Du côté gaulliste, on jubile. Le général se réjouit car il sent qu'il est tout proche de revenir au pouvoir 12 ans après sa démission et le discours de Bayeux, où il exposait sa vision d'une république efficace. Du coup, il va laisser entendre qu'il est prêt à assumer cette responsabilité, à la condition, bien sûr, qu'il puisse bâtir une nouvelle constitution. Peu après, Pflimlin, le président du Conseil qui avait remplacé Félix Gaillard, démissionne à son tour. Le président Coty décide alors, sans grande surprise, de nommer de Gaulle président du Conseil, ce dernier étant en fonction le 1er juin 1958. Il est à cette époque investi par le Parlement de manière assez large. Le gouvernement étant formé, la confiance étant obtenue, l'homme du 18 juin 1940 va pouvoir se mettre au travail avec son équipe pour façonner une nouvelle constitution. Il sera ainsi le dernier président du Conseil de la 4e République. Pour le général, la priorité est claire.
il faut d'abord réformer en profondeur les institutions. Déjà, il y a la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. Celle-ci pose le cadre dans lequel on va adopter le nouveau texte constitutionnel. Elle opère un transfert du pouvoir constituant qui migre des mains du Parlement pour arriver dans celle du gouvernement. Pour éviter une pétain bis, on impose aux constituants des conditions de forme et de fond, comme par exemple maintenir la séparation des pouvoirs, le suffrage universel ou encore soumettre le projet à référendum. Le général agira donc dans un cadre strictement limité. Beaucoup de personnes, notamment un certain Georges Pompidou, vont alors s'activer pour rédiger la nouvelle norme suprême. Le chef d'orchestre en la matière sera le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Michel Debré, un éminent juriste proche du général. Globalement, on va puiser en bonne partie dans le discours de Bayeux pour mettre au point l'esprit général du texte. Fin juillet, le projet passe devant une commission d'élus ayant pour but de l'étudier, et il sera peu retouché. Il est ensuite soumis à une étude du Conseil d'État, fin août 58, qui ne s'y déclare pas hostile. Le texte définitif est présenté au peuple français le 4 septembre, date d'anniversaire de la proclamation de la République par Gambetta en 1870, au même endroit d'ailleurs. Le 28 septembre, c'est le jour J, celui du référendum. Les résultats sont clairs, nets et précis. Le oui l'emporte massivement avec plus de 82% des voix. Le 4 octobre, René Coty promulgue la nouvelle constitution, qui est depuis cette date toujours en vigueur. La mort du régime précédent actée, la naissance du nouveau annoncée, voyons maintenant les éléments clés du régime. Ce qui ressort globalement, ce sont quelques idées directrices d'importance. Avec la Ve République, l'exécutif est incontestablement renforcé. Au départ, deux visions existent. La première émane de Michel Debré. S'inspirant du modèle britannique, il souhaite un Premier ministre fort. La seconde provient du général lui-même. Le président de la République est conçu comme le garant des institutions, la clé de voûte du régime. Le chef de l'État est au cœur du processus de décision, ce que De Gaulle juge indispensable pour imposer des décisions cruciales, comme l'indépendance de l'Algérie ou la poursuite du programme conduisant à doter la France de l'arme nucléaire. La nouvelle constitution fait l'objet d'analyses variées. Certains y voient la concrétisation d'un régime parlementaire rationalisé. Mais rapidement, c'est la vision du général qui s'impose, avec une interprétation davantage présidentielle. Pour lui, il est évident que si le Premier ministre doit conduire les affaires nationales et diriger le gouvernement, c'est sous la supervision du président, qui le nomme, qu'il met en application la feuille de route qui lui est confiée. L'on parle d'ailleurs d'un exécutif dit bicéphale, avec deux cerveaux à la tête de l'État. Si le Premier ministre est important, cependant, c'est bien le président de la République qui domine. Aujourd'hui, cela peut paraître complètement superflu comme discussion de savoir si le président doit être fort ou non. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la dernière expérience constitutionnelle d'une incarnation présidentielle qui se démarque, c'est le régime de la Deuxième République et son président, Louis-Napoléon Bonaparte, qui opéra un coup d'État. C'est pourquoi certains craignent que le nouveau régime puisse prendre une tournure autoritaire, une crainte qui sera d'ailleurs exacerbée lorsqu'il sera question plus tard de savoir si, comme à l'époque de Bonaparte, le président de la République doit être élu directement ou non par le peuple. Pour découvrir le régime de la Seconde République, n'hésitez pas à aller visionner l'épisode que je lui ai consacré après cette vidéo. Revenons à notre Ve République. Puisque la vision d'un président fort s'impose rapidement, il faut doter le chef de l'État d'outils constitutionnels pour concrétiser son potentiel de puissance. Certains gaullistes, comme Jacques Chaban-Delmas, ont au fait de théoriser un domaine réservé du chef de l'État, comprenant la défense et les affaires étrangères. Par ailleurs, le président doit disposer de pouvoirs propres, exercés sans contre-seing,
c'est-à-dire sans la signature du Premier ministre, pouvoirs propres qui lui permettent d'anticiper et de régler des crises par recours au référendum ou à la dissolution de l'Assemblée nationale. Des pouvoirs exceptionnels sont prévus pour affronter les crises les plus graves, comme l'invasion allemande de 1940, qui est encore à l'esprit de nombreuses personnes à l'époque. Pour synthétiser, retenez que l'élection du président de la République, c'est en quelque sorte l'élection d'un roi, une personne puissante et démocratiquement désignée. Une haute personne qui s'élève au-dessus des querelles partisanes et qui peut, au besoin, en qualité d'arbitre, régler les différends s'élevant entre le gouvernement et les parlementaires, au besoin en ayant recours à la dissolution de l'Assemblée nationale. Un élément essentiel de la Ve République, c'est le maintien d'un régime parlementaire. En effet, le gouvernement demeure responsable devant le Parlement, puisque ce dernier peut toujours renverser l'équipe ministérielle. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission de l'équipe gouvernementale. On aura cependant tendance à parler de parlementarisme rationalisé dans la mesure où les modalités de mise en œuvre de la censure du gouvernement sont clairement définies et encadrées, ce qui favorise la stabilité gouvernementale. Une stabilité également bien aidée par la mise en place du scrutin majoritaire, remplaçant le scrutin proportionnel. La Ve République vient ainsi corriger ce qui était considéré comme un des maux les plus terribles du régime précédent et permettre une meilleure efficacité décisionnelle au sommet de l'État. La Constitution encadre également les prérogatives des deux chambres composant le Parlement, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Le domaine de la loi est désormais limité au seul champ énuméré par le texte constitutionnel, ce qui implique que le pouvoir réglementaire détenu par le gouvernement peut agir dans tous les domaines qui ne figurent pas explicitement parmi les prérogatives réservées au Parlement. L'on vient aussi consacrer une incompatibilité entre les fonctions ministérielles et le mandat parlementaire, dans un souci d'une meilleure séparation des pouvoirs. En effet, il était fréquent dans les régimes précédents de cumuler un mandat parlementaire avec une place au gouvernement. C'est ainsi que le nouveau régime opère globalement un rééquilibrage en faveur du pouvoir exécutif. La Constitution de la Ve République crée le Conseil constitutionnel, qui est notamment chargé de contrôler la constitutionnalité des lois. Au titre de ce contrôle, le Conseil veille au respect des droits et libertés garantis par la Constitution. L'Assemblée n'est alors plus elle-même le juge de la constitutionnalité des lois. La mise en place d'un tel organe de contrôle renforce ainsi l'équilibre des pouvoirs. En effet, le Conseil constitutionnel doit veiller à ce que chaque pouvoir ne sorte pas du domaine qui lui est réservé. Pour conclure, nous pouvons remarquer que le constituant, à l'aune d'un riche passé constitutionnel, a mis en place un régime rééquilibrant les pouvoirs au profit de l'exécutif, avec le souci de la stabilité et de l'efficacité décisionnelle. Après plus d'une dizaine de vidéos et plus de 150 ans d'histoire parcourue, contemplons rétrospectivement notre voyage constitutionnel. Depuis la Révolution, la France post-Ancien Régime a connu 5 républiques, des régimes autoritaires, des régimes à tendance dictatoriale, des régimes monarchiques, pour plus de 10 textes constitutionnels au total. On peut ainsi dire que notre pays a été un authentique laboratoire d'expérience constitutionnelle. Et voilà, cette ultime vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager ou à vous abonner à la chaîne.
J'ai personnellement pris beaucoup de plaisir à parcourir notre histoire constitutionnelle avec vous. J'espère vous retrouver pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.